Bonsoir, bienvenue dans votre émission Diaspo Talk Show. Aujourd'hui, je reçois M. Charles Vabé, journaliste, consultant en communication. M. Charles Vabé est l'un des responsables du journal en ligne Ivoire Business. Bonsoir M. Charles. Bonsoir cher ami. Avec vous, nous allons en tout cas aujourd'hui parler de l'actualité ivoirienne, de vous-même, de votre parcours. Mais déjà, j'ai envie de vous demander qui est M. Charles Vabé? Bon, Charles Vabé, homme de communication, je suis consultant stratégie expert en communication. C'est vrai que je fais partie des penseurs du journal Ivoire Business. Et on essaie réellement de faire le mieux par rapport à ça. On essaie réellement d'informer le petit peuple, les petits peuples franchement du monde entier, donner, je dirais quand même, la vraie information par rapport bien sûr aux actes que les hommes politiques ou les différents acteurs de ce monde posent. Voilà. Justement, en parlant de communication, tout récemment, vous avez vu aux côtés de M. Kakabé, lors de son passage à Paris. Vous y étiez en tant que communicant ou en tant que journaliste? D'abord, Kakabé, c'est un ami. C'est un ami qui, quand il vient, il m'appelle, on échange. C'est un ami de la droite. Je rappelle quand même que j'adhère à l'esprit Oufouti, ça je ne l'ai pas caché depuis très longtemps. Et à chaque fois qu'il arrive sur Paris, il m'appelle. Donc, il faisait... Pourtant, Ivoire Business est très de gauche. C'est bizarre. Écoutez, moi j'ai du mal à comprendre. Ivoire Business se réunit toutes les pensées. On peut être de gauche comme de droite et écrire dans Ivoire Business. Ça dépend des actes que réellement on pose. Maintenant, vous m'avez posé une question que au niveau des Kakabé, je reviens. Kakabé, c'est un ami qui m'appelle de temps en temps comme ça, mais il était venu à Paris, il m'a demandé simplement d'être là, donc j'étais venu le rencontrer, nous avons échangé. Vous avez parlé de quoi? C'est de l'avenir de la Côte d'Ivoire, de la génération fessiste? Il était vraiment en pleine campagne par rapport bien sûr à congrès. Bon, moi mon choix était déjà fait, hein, parce que bon, on est de la même génération, on a discuté très longuement. Et mon choix était déjà fait. Je lui ai fait comprendre que bon, c'est vrai que vis-à-vis de la situation sociopolitique que notre pays traverse, le PDCI en ce moment n'a pas réellement de stabilité. Donc pour moi, il était vraiment important de voir l'avis des Kakabé et surtout de celui de Djidji Madi. Moi j'avais déjà fait un choix. C'était quoi Djidji Madi, c'est ça? Je pense que d'abord il faut que les gens comprennent quand même quelque chose. Le PDCI, lui-même qui a été créé depuis 1946 par Houphouët-Boigny, on a vu le fondateur Houphouët-Boigny qui avait opté pour le libéralisme économique. Ça veut dire attirer les investisseurs étrangers monter la France pour pouvoir, faire rentrer de l'argent en Côte d'Ivoire. On a vu 90% étaient rapatriés. Le miracle s'est passé lorsque Houphouët-Boigny prenait les 10% des recettes et surtout des revenus des personnes qui investissaient. Et il a transformé la Côte d'Ivoire. On est passé à 312 000 tonnes par an en café, en cacao, 185 000 tonnes par an en café. On a vu réellement que par rapport à ça, il a investi dans le secteur primaire et nous avons vu que la Côte d'Ivoire était le premier producteur mondial de café cacao. C'est quand même un miracle. Il a réinvesti, il a créé des infrastructures de 1960 à 1970. On voit réellement un PDCI qui ne suit pas l'idéologie vraiment de Houphouët-Boigny. Un PDCI qui est devenu en quelque sorte un PDCI suiveur. Lorsque j'ai rencontré, bien sûr, Djidji Madi, le président, je dirais quand même le ministre Djidji Madi, nous avons échangé. Et j'ai constaté que c'est quand même quelqu'un, vu la maturité. Justement, excusez-nous, mais Diaspo TV avait fait une révélation tout récemment, comme quoi vous faisiez partie du cercle très fermé, en tout cas de M. Djidji Madi ici à Paris. Est-ce que d'abord vous confirmez cette information? Écoutez, d'abord, c'est l'information que vous avez donnée. Je viens parce que avant de répondre à ça, je vais dire d'abord qui est Djidji Madi. Djidji Madi, quand même, fut ministre, fut quand même quelqu'un depuis très longtemps qui a milité au sein du PDCI, 48 ans au sein du PDCI. Il n'est pas le seul. Il y a aussi Bani aussi qui a donné de sa personne. Il fut quand même Premier ministre et aussi a milité. Voici des gens, des personnalités. Voici des gens qui vivent grâce au PDCI et surtout qui veulent donner... C'est un Charles Vabé, journaliste ou communicant là, je ne vous suis plus là. Écoutez, je peux adhérer bien sûr à une idéologie et parler de ça quand même. Maintenant, moi, j'ai constaté qu'il y avait deux PDCI. Il y avait un PDCI réellement qui parlait et surtout qui relatait l'image oufouitiste, et il y a un PDCI réellement qui sombre et qui continue réellement de descendre au fond du gouffre. C'est quoi? C'est lequel des PDCI qui sombre actuellement? C'est le PDCI de Bédié.
On a du mal à comprendre, on a du mal à respecter les statuts, le règlement intérieur du parti, on a du mal à faire de telle sorte que de présenter quelque chose de nouveau. Et on tourne autour. Aujourd'hui, Bédié a 80 ans. C'est vrai, c'est un âge. Hein. Ça veut dire qu'un parti politique n'a pas besoin d'un homme charismatique comme Bédié. Bédié, c'est un homme charismatique quand même. Hein. Vous savez, depuis 20 ans, Bédié contrôle le PDCI. Lorsque les résultats ne sont pas purement positifs, il est quand même important de lui faire comprendre qu'il faut changer. Je pense que Djidji Madi peut changer et peut apporter quelque chose. Bon, c'est vrai qu'il a essayé. Il était quand même très important pour le ministre Djidji Madi de pouvoir se dissocier du comportement, surtout de la mauvaise gouvernance de Bédié. On se demande bien, justement, en parlant de congrès, on se demande bien comment est-ce qu'il peut arriver à rassembler avec un 3% au dernier congrès de son parti. Je disais quand même tout à l'heure qu'il était quand même très important. Je vais vous dire quelque chose. Les gens ont confondu Djidji Madi et avec Bédié. Djidji Madi va au congrès. Il sait réellement ce qui va se passer là-bas. Il ose. Il va réellement au congrès pour que l'opinion nationale et internationale constate le verdict. Le verdict est ahurissant. On a du mal à comprendre. Voici 93%, un score purement à la soviétique. Il n'a pas lancé d'appel. Pour lui, c'était réellement prendre tout le peuple à témoin par rapport, bien sûr, à ce verdict, surtout verdict à la soviétique, vis-à-vis des Bédié. Et je pense qu'il a reçu dans ce bien. Et tout le peuple de Côte d'Ivoire est consterné et constate qu'aujourd'hui, sincèrement, Bédié a dû tricher, il faut le dire. Mais non, nous ne sommes pas là. Nous parlons réellement de l'intérêt supérieur de la nation. Quelqu'un qui respecte les tests, les statuts, règlements intérieurs et qui dit aujourd'hui, il est quand même très important que lui qui est là, qui fut président durant 20 ans, ne rende pas sa démission, qu'il l'accompagne. Oui, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, Bédié reste et demeure le président du PDCI. Pour vous, c'est quoi les perspectives pour Djidji Madi? Écoutez, Djidji Madi, nous l'avons rencontré, nous avons échangé avec lui. Vous savez, il était quand même très important pour lui de nous faire vraiment le compte-rendu. Il est arrivé, il a demandé à ce qu'on se voit, nous avons discuté. Il nous a dit clairement qu'il était quand même très important de faire la différence. C'est vrai que c'était un réunion, on dit que je fais partie de son staff. Je considère Djidji Madi comme un père et je le considère toujours comme quelqu'un d'intérêt et surtout aussi Bani, hein, parce que Bani aussi est quand même l'un des lieutenants réellement du PDCI, l'héritier aussi. Donc je les considère quand même que ceux-là même qui peuvent lever le fond du PDCI. Nous avons échangé et... Oui, mais la porte du PDCI s'est fermée puisqu'on a maintenant un président élu par le Congrès, certainement qui sera candidat pour le parti en 2015. Quelles sont vos marges de manœuvre? Quelles sont les marges de manœuvre de Djidji Madi? Écoutez, moi je vous dis sincèrement, lorsqu'on s'est réunis, on a discuté, on a parlé, et Djidji Madi a simplement dit que le PDCI ne mourra pas. Maintenant, c'est à lui seul. Est-ce qu'il va être candidat ou pas? C'est à lui réellement de lancer réellement cette campagne. J'ai vu dans les journaux mon nom apparaître, j'ai vu que beaucoup de personnes m'appelaient à gauche, à droite, qu'on s'est réunis quelque part chez un certain amant qui prie en famille. Pour moi, j'en dirais pas. Cela ne veut pas dire forcément que nous avons parlé d'une stratégie. On était bien sûr, ça on ne dément pas, on était bien sûr avec Madame Ouah, une dynamique de ce parti. Qu'est-ce que M. Djidji Madi vous a confié dans ce cercle restreint-là? Est-ce qu'il vous a dit, par exemple, qu'il sera candidat, qu'il faille travailler dans ce sens au niveau de la diaspora ici? Vous avez une mission particulière? C'est rien. Djidji Madi, il vient simplement de sortir de quelque chose de très fort, d'un combat, je dirais quand même politique au sein même de la famille. Et on a vu comment est-ce qu'il y avait de la tricherie partout. 2015 c'est demain. 2015 c'est demain. Simplement, mon cher ami, il est venu simplement se reposer. Nous l'avons reçu. On a mangé ensemble. Cela ne veut pas dire forcément que le professeur Djidji Madi a annoncé ou pas. En politique, on dit on a mangé ensemble, ça veut dire qu'on s'est dit des choses aussi. On peut manger ensemble sans même parler réellement en profondeur. Il nous a fait le compte-rendu de beaucoup de choses. Mais vous êtes un journaliste, vous n'allez pas nous faire de la langue de bois, M. Vabé. Je ne sais pas où est-ce que vous avez reçu les informations. En aucun cas, nous avons parlé, je dirais quand même d'élections. Mais ce qui est sûr et certain, vous savez, lorsque quelqu'un marche, et quand quelqu'un marche, ses bras n'arrêtent pas de se balancer. Moi, je dirais quand même que le moment viendra où lui-même parlera de ça.
Et aussi, Bani aussi parlera de ça, parce que aujourd'hui, les vrais héritiers, ceux-là même qui veulent pas que le PDCI meure, sont encore là et souhaitent que le petit peuple qui est témoin oculaire de ce qui se passe au PDCI et dans toute la Côte d'Ivoire, pense qu'aujourd'hui le PDCI est capable de prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Justement, prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire avec M. Henri Konan Bédié, certainement. Pourquoi pas? Ben, écoutez, est-ce que la Constitution permet au président Henri Konan Bédié de pouvoir briguer un dernier mandat à 80 ans? Ben, je ne sais pas, peut-être on n'est pas, ça on parle de la Constitution ivoirienne. J'ai vu tout dernièrement que le PDCI d'Henri Konan Bédié demande, ne serait-ce qu'à Alassane Dramane Ouattara, le poste de vice-président pour 2015. Cela veut dire quoi? Cela veut dire déjà, le PDCI d'Henri Konan Bédié, que certaines personnes considèrent comme un PDCI par exemple suiveur, n'a pas d'alternative, ne peut pas proposer quelque chose et joue. On avait appris lors de la campagne pour le congrès du PDCI, comme vous parlez si bien du PDCI, d'abord, vous êtes militant du PDCI, c'est ça? J'adhère aux idées fouettistes. Je considère que le plus grand président, celui-là même depuis la nuit des temps, celui-là même depuis que la Côte d'Ivoire a connu plusieurs présidents, lorsque en âme et conscience, vous voyez par exemple la plupart des présidents qui sont passés, vous constatez quand même celui-là même qui a porté le pays, je dirais quand même, à l'indépendance, celui-là même qui a permis à ce que la Côte d'Ivoire devienne terre d'immigration, celui-là même qui a permis à ce que l'Ivoirien soit respecté dans le monde entier avec bien sûr un PNB qui fut multiplié par 145. Alors que beaucoup disent aujourd'hui que Gbagbo aussi a apporté quelque chose pendant 10 ans, il a apporté le changement, la démocratie, le multipartisme, c'est le père du multipartisme en Côte d'Ivoire. Vous êtes encore accroché à Houphouët-Boigny, c'est ça? Écoutez, franchement, il y a des gens qui marchent matin et midi soir pour aller saluer Gbagbo Laurent Laye. Hein. Il est le père du multipartisme. Mais attendez, le père du multipartisme, quel est le bilan? Est-ce qu'on ne peut pas dire réellement le bilan du FPI est vraiment purement positif? On essaie de voir durant ces 10 ans qu'est-ce qui réellement s'est passé. On a vu un président... Pourtant, votre journal s'est battu ici à corps et à cri pour défendre en tout cas... nous défendons la démocratie. Nous défendons l'état des droits et nous ne défendons pas ne serait-ce qu'une seule personne. Il y a eu quelque chose en Côte d'Ivoire qui s'est passé. Il y a eu une élection où les intérêts, où il y avait deux leaders charismatiques, je veux parler bien sûr de Gbagbo et Alassane Ouattara, qui se sont affrontés aux armes. On a vu qu'il y avait deux armées en Côte d'Ivoire, ils sont allés, ils se sont affrontés, et c'est celui en élément qui a gagné, qui aujourd'hui qui gouverne. Mais malheureusement, c'est vraiment... Qui a gagné quoi? Vous êtes en train de dire que M. Ouattara a gagné les élections en Côte d'Ivoire, mais il a gagné les armes? Écoutez, moi, franchement, je me fie à ce que le Conseil constitutionnel dit. Le Conseil constitutionnel dit que c'est M. Alassane Dramane Ouattara qui est en ce moment président de la République, mais malheureusement, je pense que c'est un loup fardeau pour lui, parce que jusqu'à présent, il n'apporte pas quelque chose de grand, concret à la Côte d'Ivoire. On voit réellement les droits de l'homme sont bas. Non, c'est pas ça. Est-ce que d'abord il a gagné et après on va faire son bilan? Parce que là, la polémique demeure. M. Gbagbo est encore la TPI. Beaucoup se demandent si réellement il a gagné les élections ou pas. Qui est quand même le pilier, le plus grand, le pilier outil, hein, franchement, tout ce qui est important, dit que c'est Alassane Ouattara qui a gagné. Donc ensuite, on dit que c'est Alassane Ouattara qui a gagné les élections. Revenons au PDCI. On a vu lors, en tout cas, du congrès, peu avant et peu après, le PDCI se disloque. On a eu un ARD PDCI ou PDCI ARD. C'est ça le nouveau parti de Djidji Madi et de Bani dont vous parlez, c'est ça? Écoutez, d'abord dans un premier temps, on considère que personne ne s'est prononcé parce que Djidji Madi n'a jamais en aucun cas dit qu'il serait peut-être candidat. Ben, nous qui sommes des spécialistes de la communication, nous pensons que Djidji Madi qui a combattu Bédié et surtout dans la vérité, peut-être un jour, ou bien peut-être avec mieux réflexion, peut accepter être candidat ou pas. Ça viendra. Maintenant, le nouveau parti, c'est pas à moi réellement de décider. Ce qui est sûr et certain, c'est que le PDCI aura un candidat à l'élection présidentielle. J'ai du mal à vous suivre. Vous faites l'éloge de Djidji Madi alors que lui-même, à l'opposé, est encore accroché à Bédié. On a vu lors des passations des charges, il a rendu un vibrant hommage à Bédié. Il a encore même du mal à se départir de Bédié. Et vous croyez en son destin, lui? Non, je ne crois pas parce que, vous savez, lorsque un nouveau président arrive dans un pays, l'ancien, il y a passation de charge toujours. C'est sans querelle, il y a eu quelque chose qui s'est passé au sein. Nous qui sommes des militants, je dirais quand même, nous qui adoptons et suivons l'esprit prophétiste, nous disons simplement que il était sage pour Djidji Madi de saluer.
Mais le petit peuple de Côte d'Ivoire, celui-là même qui est dans la vérité, celui-là même qui a vu et ce qui s'est passé, mais on va lui confier une responsabilité par rapport à ça. Est-ce que ce petit peuple va continuer à voter Bédié ou bien à voter quelqu'un d'autre? Peut-être il pourra choisir entre Bani et chose. Nous sommes à la fin de cet entretien, mais on ne peut pas terminer sans quand même vous demander, selon vous, comment vous voyez la sécurité aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Je demande franchement au chef de l'État de rendre sa démission. C'est clair, parce qu'on a vu un chef de l'État qui est venu avec des promesses pitoyables, où il promet milliards et milliards. Vous savez que c'est de l'utopie, ça va jamais arriver. La démission n'est pas dans la culture des Africains, des chefs d'État africains. Je vais vous expliquer pourquoi. Je sais pas, dans le désert là, en ce moment. Non, c'est pas ça, parce que voici un chef d'État qui n'arrive même pas à assurer la sécurité des Ivoiriens. Voici un chef d'État qui n'arrive même pas à rehausser le taux de chômage. Voici un chef d'État réellement au niveau de la santé. Pourtant, on voit des grands travaux, on voit des images, des grands travaux, à Abidjan, le troisième pont, l'échangeur. Oui, mais ça, on peut parler des grands travaux. Maintenant, voici un chef d'État, à chaque fois qu'il a mal à la dent, et franchement, il est malade, il pense qu'on avait un chef d'État voyageur qui n'irait jamais en place. Je pense qu'il est important. Lorsqu'on veut défendre l'intérêt de la nation, il est important réellement de regarder ce qui se passe en Côte d'Ivoire. S'il ne peut pas réellement travailler, nous constatons qu'il est quand même très important qu'il rende sa démission, qu'il remet ça à Guillaume Soro. Guillaume Soro, qui est président de l'Assemblée nationale, conduira, je dirais quand même, la transition jusqu'aux élections présidentielles, parce qu'Alassane Ouattara ne peut plus travailler. Il n'arrive même pas à travailler, il ne sait même pas travailler. Donc il est quand même préférable pour ne même pas qu'on tombe dans une autre crise qui va encore... Quand vous dites Alassane Ouattara ne sait pas travailler, ne veut pas travailler, pourquoi? Il a un gouvernement qui travaille, un chef de l'État, c'est un être humain comme vous, comme moi, il n'a pas à prendre la machette et nettoyer devant... il a un gouvernement qui n'arrête pas de traquer, je dirais quand même qu'il traque ses opposants. On a vu les estrades, on a vu comment est-ce que la DSC est rentrée, même au Ghana, aller chercher les blégoudés. On a vu le mandat international lancé dans le monde entier. Les 3000 prisonniers qui doivent sortir jusqu'à présent ne sont pas encore sortis. Tout dernièrement, il y a quand même un prisonnier qui est mort. On a vu l'insécurité totale à Bovi-Sati de partout, à Gagnoua, partout. Les Dozo, aujourd'hui, on ne sait même pas les statuts qui nous disent les statuts juridiques d'un Dozo. Qu'est-ce qu'un Dozo? Finalement, c'est le gouvernement qui doit démissionner et non le chef de l'État. Le chef d'État démissionne d'abord, pour donner l'exemple. Et on voit aujourd'hui un chef de l'État réellement qui est volatile. Qu'on lui pose un problème, il nous montre par exemple les troisième ponts. Oui, c'est un peu bien, on ne dit pas non. Mais on dit le petit peuple a besoin de manger ne serait-ce que 2 fois par jour et aujourd'hui ne mange pas. Le chef de l'État doit rendre sa démission. Alassane Ouattara doit rendre sa démission parce que là, on ne le comprend pas. Un chef de l'État malade, on a du mal à comprendre. Tout dernièrement, il s'est envolé avec 5 médecins. En France, il est revenu. Il n'y a pas de médecin en Côte d'Ivoire pour le soigner. Écoutez, quand même, soyons réalistes. Pour l'intérêt supérieur de la nation, je souhaite sincèrement, et c'est une proposition que je lui fais, je lui dis simplement, il est important qu'il rende sa démission, bien sûr, à Soro Guillaume. Soro Guillaume qui avait conduit avec le président Gbagbo Laurent, à l'époque, vous vous rappelez très bien, il fut quand même Premier ministre de la Côte d'Ivoire, où il a conduit les élections jusqu'à ce qu'elles se déroulent bien. On a vu ce qui s'est passé lorsque les deux leaders n'ont pas voulu accepter les résultats des urnes. On a vu quand même ce Soro Guillaume qui s'est déplacé en personne, qui est allé dans le village, la mère du président Gbagbo, pour demander pardon. C'est pourquoi je souhaite quand même que Afi N'Guessan, lui aussi qui se balade un tout petit peu, qui crie un peu partout, et qui vient encore avec le conseil, franchement... On n'allait pas dire qu'Afi N'Guessan crie. Afi N'Guessan joue son rôle, c'est le président du FPI, il a libéré son rôle de mobiliser la base, il n'écrit pas. Mais non, c'est pas ça, parce que on sort d'une crise. Et qui a fait la crise? Il y a quand même 2 personnes quand même qui sont affrontées. Si Soro Guillaume se lève franchement pour demander pardon à la nation, et surtout il va affronter le regard et surtout les pleurs, il demande pardon à la famille du président Gbagbo Laurent, je pense qu'Afi franchement peut aller se déplacer pour aller, je crois bien, à Korogo ou bien à Boaki, rassembler aussi certains parents pour demander pardon, pour qu'au moins il y ait l'apaisement. Je vais vous dire quelque chose, il y a quelque chose qui s'est passé ici en France. Il y a un pasteur du nom de Madou Abraham, qui a réuni plus de 1500 personnes. Et ce pasteur a envoyé toutes les convocations à tous les leaders politiques. Et vous savez qui est venu? Il y avait le représentant de l'ambassadeur Gomez qui est venu en France. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré. Je crois bien c'est un certain Touré. Il y avait Abel Naki qui est venu. Il y a Christian Vabé du Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire qui fait un travail formidable et surtout qui fait du lobbying et explique le but, le fonctionnement, je dirais même la devise de son parti politique. Il est venu franchement pour une séance de travail religieux en quelque sorte, puisque c'est le pasteur Madou en fin de compte. Mais ce sont des actes
C'est par rapport à ces actes conjugés. On a vu le discours d'Abenaki qui était formidable, le discours réellement d'un certain Touré que l'ambassadeur Gomez a venu, qui a demandé pardon au nom de la nation. C'est de ça qu'on a besoin en ce moment. On n'a pas besoin de revenir encore avec des programmes sortant de une crise. Je pense qu'il ne faut pas trop heurter la sensibilité. Allons vers la réconciliation avant de parler d'élection. Moi, qui adhère à l'idée oufouettiste, je l'ai toujours dit. Houphouët-Boigny nous a toujours enseigné quelque chose. Il a dit que la paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Comportons-nous en fonction de cet esprit, vous allez voir que tout ira mieux. Comportons-nous en tout cas en esprit, soyons, on va dire, vigilants, car demain c'est un autre jour. Philippe Kouan pour Diaspora TV.